Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour cette nouvelle émission de Chemin de Traverse. Nous sommes actuellement à Paris chez Max Gallo. Il vient de sortir un livre, L'âme de la France, paru aux éditions Fayard. Max Gallo, bonjour. Bonjour. Avec nous également Aude Baron. Aude Baron, bonjour. Bonjour. Max Gallo, dans votre ouvrage L'âme de la France, vous dites « Le XXIe siècle, tel qu'il commence, sera un temps des troubles. La nation est ankylosée par une crise profonde. Elle doute de son identité et donc de son avenir. » De quelle crise s'agit-il ? Écoutez, c'est une crise qu'on peut prendre par plusieurs bouts, parce qu'elle est multiforme. Si je dis que c'est une crise de la nation, c'est qu'elle touche à la fois des activités, je pense par exemple à la structure et au fonctionnement de l'université. Il y a manifestement une nécessaire adaptation. On pourrait prendre un autre exemple, parler comme tout le monde du déficit budgétaire, de la balance commerciale. On pourrait parler de la délocalisation, des problèmes donc d'exportation en même temps que d'importation, d'implantation en France d'entreprises industrielles. Ce sont donc des aspects que l'on pourrait multiplier, puisque la caractéristique, selon moi, de cette crise, c'est que c'est une crise générale, non pas de tel ou tel secteur, mais c'est une crise englobante, et c'est une crise que moi je qualifie de, mais ça c'est mon hypothèse, de crise nationale de longue durée. Car, même si cela peut surprendre vos auditeurs et vous surprendre, je fais remonter cette crise aux années 30 du XXe siècle, c'est-à-dire qu'elle succède à l'apparente victoire de la guerre de 14-18. Je dis apparente car cette victoire s'est soldée par une boucherie humaine et donc un déficit démographique, et donc c'est une victoire à la Pyrrhus. Et à partir des années 20-30, précisément à cause de la violence du conflit et des conséquences qui sont sorties de ce conflit, je pense à la révolution russe, au fascisme, puis au nazisme, il y a un trouble dans les élites françaises et aussi dans le peuple. Le peuple, parce qu'on lui a dit cette guerre est la dernière des guerres, la der des der. Or, il voit s'annoncer dès les années 30 de nouveaux périls, donc c'est pas la dernière guerre. On parle à nouveau de guerre, on construit la ligne Maginot, on se prépare mal, mais enfin on se prépare à un nouveau conflit. Donc, insatisfaction de ceux qui ont souffert et qui d'ailleurs certains d'entre eux seront à nouveau mobilisés en 1939, car entre 1919 et 1939, il n'y a que 20 ans. Autrement dit, si vous avez 18 ans en 1919, vous en avez 38 et vous pouvez être mobilisé en 1939. C'est arrivé notamment pour les officiers de réserve. Et en même temps, il y a le sentiment que la France seule ne peut plus rien et qu'il faudrait trouver une solution extérieure à la France ou un accord. Alors ce sont les projets d'Union européenne qui apparaissent dès les années 30, ce sont les projets d'entente avec l'Allemagne, avec un ministre des Affaires étrangères qui s'appelait Aristide Briand et un ministre allemand qui s'appelait Stresemann. Et puis il y a ceux qui commencent à se dire ce modèle démocratique qui ne résout pas les questions, la preuve, la crise économique de 1929, il faut peut-être le remplacer par autre chose, par des modèles autoritaire ou révolutionnaire. Alors une partie des élites françaises regarde non pas vers Berlin, mais vers Rome, où s'est installé un régime fasciste qui, c'est difficile à comprendre pour les jeunes gens du XXIe siècle, mais qui a une très bonne presse, qui est considéré comme un régime efficace, un régime qui fait marcher les trains, arriver les trains à l'heure, un modèle, une troisième voie même, entre le capitalisme et cet autre régime qui a surgi à l'Est et qui est l'Union soviétique. Et vous avez, comme cela est arrivé souvent dans l'histoire de France, vous avez des gens qui regardent ces modèles étrangers comme de vrais modèles qu'il faudrait implanter en France. Les communistes regardent vers l'Est, vers la Russie, une partie des élites regarde vers Rome, quelques-unes vers Berlin quand s'y installera le nazisme, et donc crise nationale de longue durée qui commence à ce moment-là, mais qui va être avivée et illustrée de manière tragique par la défaite de 1940. Abîme,
l'étrange défaite, comme dirait l'historien Marc Bloch, l'effondrement, dit-il, le plus énorme qu'ait connu l'histoire de France, un pays qui se défait, un pays qui est occupé, un pays dont la capitale devient Vichy, qui nomme un ambassadeur de France à Paris, c'est dire la situation dans laquelle on se trouve, des territoires qui sont arrachés à la nation, non seulement l'Alsace et la Lorraine, mais la Flandre qui est rattaché à la Kommandantur de Bruxelles, bref, la collaboration, les lois antisémites, la résistance, effondrement. Là encore, la France s'en sort en apparence grâce à De Gaulle. Elle s'assoit à la table des vainqueurs en 1945. Ce n'est qu'une apparence. Je veux dire, elle ne peut plus être comparée à la Russie soviétique ou aux États-Unis, et même pas à la Grande-Bretagne, si vous voulez. Donc, il y a une réduction. Et enfin, nouveau séisme, c'est la fin de l'Empire colonial. Bien sûr, les Français ne sont pas un peuple colonisateur. Je veux dire, ils n'ont pas fait beaucoup de colonies de peuplement, aucune même, un peu l'Algérie. Mais il y avait dans l'imaginaire national l'idée que la France était au centre d'un empire de, disait-on, 100 millions d'habitants. Et brusquement, c'est fini. Guerre d'Algérie, 1,2 million pieds noirs qui réintègrent la métropole, après la guerre d'Indochine, après Dien Bien Phu, les humiliations militaires. Donc, vous voyez cette crise qui a commencé dans les années 20-30, liée à la guerre, à la Première Guerre mondiale, et aggravée, exaltée, pourrait-on dire, par la défaite de 40, par la chute de l'Empire, et finalement, ça ne veut pas dire, précisons bien que ça ne signifie pas que la France ne s'est pas transformée dans cette période, qu'il n'y a pas eu les 30 glorieuses, c'est-à-dire l'essor économique, la modification, tout ça est vrai. Il n'empêche que sur la question de savoir, est-ce qu'il peut y avoir un projet spécifique à la France? Qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui être français? Est-ce qu'il y a une place pour une nation souveraine, ou bien faut-il se fondre dans l'Europe? Nous ne sommes pas sortis de cette crise, et pour moi, le début du XXIe siècle, c'est le moment où il faut une réponse claire à cette question posée depuis 80 et quelques années. Max Gallo, vous l'avez dit, cette crise s'enracine très profondément donc, en France depuis les années 30. C'est votre thèse, c'est votre hypothèse. Vous l'exposez dans le livre L'âme de la France, qui parcourt un peu toute l'histoire de France, même avant la Gaule jusqu'à de nos jours. Je voulais revenir, Max Gallo, à la période actuelle. Dans un livre que vous avez écrit en 2006, Fier d'être français, vous montez sur le ring pour, j'ose dire, faire une déclaration d'amour à la France. En tout cas, vous êtes très énervé envers ceux que vous appelez les procureurs et les diafoirus, qui, eux, ont l'air, ou les folliculaires, qui, eux, ont l'air de se délecter de cette France qui tombe, et ce sont des oiseaux de mauvais augure. Alors, qui sont ces hommes? On imagine peut-être des politiciens, mais qui d'autres? Non, je ne veux pas nommer, désigner. Je trouve qu'il y a un climat, si vous voulez, depuis... il faut d'abord que... Moi, je suis un homme très vieux déjà. J'avais une dizaine d'années en 1944. Donc, moi, j'appartiens... Je crois beaucoup aux générations, au rôle des générations dans l'histoire. Qu'est-ce que c'est qu'une génération? C'est un groupe d'hommes et de femmes qui, finalement, connaissent les mêmes expériences historiques, le même bain culturel, et avancent au cours de leur vie ensemble. Par exemple, la génération de ceux qui ont eu 20-25 ans en 1968, elle a avancé ensemble, elle a occupé les postes, aujourd'hui elle s'en va, elle est à la retraite, c'est une autre génération. Moi, j'appartiens à une génération de gens qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale comme enfants, mais qui ont vu des choses, qui ont suffisamment de souvenirs pour se souvenir d'avoir vu pendre, par exemple, deux résistants à 100 mètres de chez moi, des bombardements, etc., et qui ont vécu avec l'illusion et l'expérience en même temps d'une France qui était victorieuse. 44, les villes se libéraient, drapeau français, vive De Gaulle, etc. Donc, je n'appartiens pas du tout par mon expérience enfantine, à une France déprimée, et ma génération appartient à une France, à une expérience qui est celle d'une France
renaissante, avec des problèmes, mais renaissante et victorieuse. Donc, ceci pour répondre à votre question, je n'appartiens pas spontanément à la France repentante. J'appartiens à une France qui est fière d'être elle-même. On chante la Marseillaise, on est dans la victoire, etc., etc. Les Allemands défilent chez vous les bras en l'air. C'est pas, on les a vus occupants. Maintenant, ils sont vaincus. Donc, c'est déjà, il faut comprendre dans ma réaction aussi l'appartenance à une certaine génération qui évidemment n'a pas la même expérience que celle de 68. Moi, en 68, j'étais déjà prof, j'étais de l'autre côté de la barrière, si vous voulez. Et cela m'irrite en tant qu'appartenant à une certaine expérience historique, et en même temps m'irrite intellectuellement, alors simplement comme observateur. Je ne peux pas admettre, parce que c'est faux, que la France soit considérée par un certain nombre de commentateurs, d'historiens ou de sociologues ou de journalistes comme la nation criminelle par excellence. Je veux dire, pourquoi? Non pas par patriotisme aveugle, c'est même pas le cas, même si j'ai écrit un petit livre qui s'appelait « L'amour de la France expliqué à mon fils ». Donc quand vous avez parlé de l'amour de la France, ça me renvoyait à ce petit livre d'il y a quelques années. Mais parce que je sais que toute nation, toute collectivité humaine porte en elle le souvenir de crimes qu'elle a accomplis, d'actions totalement négatives, et en même temps autre chose. Et que je ne vois pas pourquoi il faudrait, au tribunal des valeurs d'aujourd'hui, faire monter une seule accusée, c'est-à-dire la France. Après tout, comme je le dis, je crois, dans un de ces deux livres, le premier ou le second, après tout, au XXe siècle, nous n'avons pas du tout inventé la Shoah, enfin l'extermination des Juifs, même si nous avons eu des lois antisémites. Nous n'avons pas choisi le totalitarisme communiste, même s'il y a eu des communistes chez nous. Autrement dit, nous n'avons pas, comme je le dis dans, je crois, l'âme de la France, nous n'avons pas expédié 2 bombes atomiques qui ont tué quelques centaines de milliers de personnes, on pourrait presque dire inutilement, pour liquider une guerre. Donc nous ne sommes pas parmi les nations les plus responsables. Bien entendu, nous avons fait la colonisation et ça se discute. Bien entendu, nous avons réprimé à Sétif en 1945, mais toute histoire, si on veut la mener scientifiquement, suppose d'être comparative. Il faut comparer par rapport aux uns et aux autres avant de décréter qu'il y a culpabilité. Et je suis par exemple scandalisé, si j'ai été scandalisé par le fait, je vais prendre un exemple très clair que je dois prendre dans mon livre, mais enfin il est très significatif. En 1946, il y a un réalisateur de cinéma qui s'appelle René Clément, qui fait un film qui s'appelle La bataille du rail. Peut-être certains d'entre vous l'ont vu, en tout cas je vous conseille de le voir, qui est un film à la fois documentaire et une docu-fiction, comme on dirait aujourd'hui, mais qui montre la lutte des cheminots, qui était en effet une grande entreprise où il y a eu plusieurs centaines, plusieurs milliers même de gens arrêtés, déportés, fusillés, des saboteurs de la voie ferrée, etc., etc. Et puis vous avez en 2006 des gens qui portent plainte contre la SNCF en disant la SNCF, elle a déporté, elle a favorisé la déportation. Donc vous voyez le changement de climat. 46, nous avons un film remarquable qui exalte le patriotisme d'une entreprise, du directeur général jusqu'à celui qui huile les roues, et tout ça dans la résistance à l'ennemi, à l'allemand, qui fusille. 60 ans passent, jour pour jour, et vous avez un tribunal administratif qui, sur requête, condamne la SNCF pour ne s'être pas opposée à la déportation. La SNCF a fait appel, et pour l'instant, elle a remporté un appel, le jugement a été cassé, ou débouté, enfin, les plaignants ont été déboutés. Mais c'est très significatif du changement d'attitude, d'un regard à la fois héroïque, peut-être exagérément héroïque, car tous les cheminots n'ont pas risqué leur vie, il y avait sûrement des lâches comme dans toute communauté humaine, si vous voulez, et à un regard marqué par la repentance, la culpabilité, totalement erronée, car la France était un pays occupé. La France était un pays où la SNCF était contrôlée par les autorités allemandes, dont le premier travail était, dans tous les pays qu'ils contrôlaient, de contrôler la voie ferrée. Donc, cette repentance, cette culpabilité
même s'il est nécessaire de dire la vérité, toute la vérité sur l'histoire d'un pays, sont en fait une manifestation de masochisme intellectuel, et surtout, elles expriment le doute profond sur la possibilité pour la France d'être. Vous ne pouvez pas vous projeter dans l'avenir si vous avez sur le passé ce regard totalement négatif. Il faut, si vous voulez vous projeter et marcher droit dans l'avenir, enfin marcher droit sans trop chuter, vous devez avoir un regard lucide sur ce qu'a été votre histoire. C'est ce que j'essaie de faire dans l'âme de la France. Debout devant ses illusions, une femme que plus rien ne dérange. Détenue de son abandon, son ennui lui donne le change. Que retient-elle de sa vie qu'elle pourrait revoir en peinture? Dans un joli cadre verni en évidence sur un mur, un mariage en technicolore, un couple dans les tons pastels. Assez d'argent sans trop d'efforts pour 2-3 folies mensuelles. Elle a rêvé comme tout le monde qu'elle tutoierait quelques vedettes, mais ses rêves en elle se fondent. Maintenant son espoir serait d'être juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien, le cœur à portée de main, juste quelqu'un de bien, sans grand destin, une amie à qui l'on tient, juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien. Il m'arrive aussi de ces heures où ma vie se penche sur le vide, couper tous les bruits du moteur au-dessus de terres arides. Je plane à l'aube d'un malaise comme un soleil qui veut du mal. Aucune réponse n'apaise mes questions à la verticale. Je dis bonjour à la boulangère, je tiens la porte à la vieille dame. Des fleurs pour la fête des mères et ce week-end à Amsterdam. Tu m'aimes encore un peu quand je n'attends que du mépris. À l'heure où s'enfuit le bon Dieu, qui pourrait me dire si je suis juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien, le cœur à portée de main, juste quelqu'un de bien, sans grand destin, une amie à qui l'on tient, juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien. J'aime à penser que tous les hommes s'arrêtent parfois de poursuivre l'ambition de marcher sur Rome et connaissent la peur de vivre sur le bas-côté de la route, sur la bande d'arrêt d'urgence. Comme des gens qui parlent et qui doutent d'être au-delà des apparences. Juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien, le cœur à portée de main. Retour sur le plateau de Chemin de Traverse avec Max Gallo à Paris. Max Gallo, donc vous disiez qu'il y a ce phénomène de mortification en France. On veut uniquement se rappeler des mauvaises choses, se souvenir des mauvaises choses, comme disait le film du même nom. Est-ce que cette façon de ne pas assumer entièrement l'histoire de France, ce n'est pas une manière finalement de ne pas s'intégrer? Écoutez, je crois qu'il y a d'abord une évidence. C'est que s'il y a une responsabilité, elle est d'abord celle des élites, toutes tendances confondues de ce pays. Car vous ne pouvez pas
j'ai pris souvent cet exemple. Imaginons une maison occupée par des gens qui en sont propriétaires depuis très longtemps, qui ont leurs coutumes, leurs mœurs, etc. Arrivent de nouveaux locataires qui entrent régulièrement dans la maison. Au lieu de leur dire, écoutez, cette maison, elle a de la vie, bien sûr, vous allez adapter, vous allez tapisser les murs comme il vous convient, mais il y a un certain nombre de règles de vie commune qu'il faut respecter parce qu'on vit ensemble, on est là depuis longtemps, on a nos habitudes, donc bien sûr, on va modifier nos habitudes en fonction des vôtres, mais nous tenons à un certain nombre de principes. Voilà, par exemple, par exemple, je prends un exemple qui me vient à l'esprit, par exemple, que les femmes ne soient pas debout derrière leur mari pendant qu'ils mangent. Nous considérons que hommes et femmes doivent être assis à la même table. Bon, voilà un exemple. Mais ça peut être compris par ceux qui arrivent à condition qu'on le leur dise. Si on commence par leur dire, écoutez, vous savez, cette maison, hein, c'est un taudis, il ne s'agit pas de faites ce que vous voulez. Nous, de toute façon, on n'y croit plus à cette maison, on va ailleurs. On préfère habiter ailleurs. On préfère habiter en Europe. C'est beaucoup mieux. Autrement dit, la première responsabilité dans les difficultés d'intégration tient à ceux qui, précisément, n'affirment pas avec beaucoup de clarté les valeurs de la nation dans laquelle les autres qui arrivent doivent croire. Si vous commencez par dire, écoutez, la France, c'est le rétablissement de l'esclavage, c'est l'esclavage, vous avez raison, nous sommes les seuls à avoir fait l'esclavage, nous sommes donc tout à fait les grands coupables, notre présence s'est soldée partout par des génocides, nous avons collaboré, nous, De Gaulle, oui, mais c'est Papon dont il faut se souvenir, ou de la rafle du Veldiv, bien sûr, maintenant on inclut les justes, heureusement, au Panthéon, mais pendant longtemps on a dit, il y a que Papon, il y a etc. Vous ne pouvez pas, autrement dit, la responsabilité, c'est vous ne pouvez pas accueillir et en même temps favoriser l'intégration si vous tenez ce discours négatif. Et c'est là qu'est la première responsabilité. Il y a d'autres responsabilités, il y a d'autres caractéristiques. Il y a que, aujourd'hui, l'immigration qui arrive appartient souvent à d'anciens pays colonisés, qui portent donc en eux, si on ne leur explique pas, le souvenir d'une humiliation, disons cela, sans parler de crime, du souvenir d'une humiliation, et qui ont donc du ressentiment. Si ce ressentiment n'est pas expliqué, n'est pas analysé, si on ne démonte pas la mécanique coloniale, si on ne fait pas de l'histoire comparative, etc., bien entendu, vous avez des gens qui continuent à se déclarer, alors que ça n'a plus rien à voir, qui s'appellent, comme une association qui existe, les indigènes de la République. C'est-à-dire qui disent, nous sommes traités sur le sol français comme nous étions traités auparavant dans le Congo, quand on construisait la ligne de chemin de fer Congo-Océan. Nous continuons à être des esclaves. Donc c'est un vrai problème. Je crois, moi, à la nécessité d'affirmer une identité nationale à la condition de dire avec clarté que cette identité nationale n'est pas quelque chose de figé. C'est quelque chose où chacun, avec sa propre histoire culturelle ou religieuse, apporte son fil à une trame qui, en effet, existe, n'a pas commencé avec l'arrivée d'une nouvelle vague sur le sol national. Or, si vous voulez, moi j'appartiens à l'immigration italienne, enfin mes parents ou mes grands-parents, mais les gens qui arrivaient avaient le sentiment qu'il y avait une France avant leur arrivée, avec une histoire qui n'était pas la leur, mais qu'ils allaient comprendre, apprendre, parfois enseigner d'ailleurs, mais dans laquelle ils allaient prendre place en y apportant leurs propres caractéristiques de sensibilité, d'écriture, etc., etc. Aujourd'hui, je crains, par développement du communautarisme pour un tas de raisons, que ceux qui arrivent ont le sentiment qu'il y a avant eux une série de crimes souvent contre eux, ou en tout cas d'injustices accumulées contre eux, et après, l'histoire de la France commence avec eux. Et
commence avec eux. Alors qu'avant, dans les nouvelles générations, pour des raisons aussi de rythme de vie, d'impatience, de mouvements médiatiques, des images, etc., avant, les nouveaux arrivants savaient que l'histoire de France commençait avant eux. Merci Max Gallo, je rappelle le titre de votre dernier livre, L'âme de la France, paru chez Fayard. Dans 15 jours, vous avez rendez-vous avec une seconde émission Chemin de Traverse en compagnie de Max Gallo. Merci de nous avoir suivis et bonne journée à tous.